un petit jeu de questions-réponses. Hop. Donc, merci à tous de vous connecter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial chez DataBento et donc l'associé de Thomas Kazek, avec qui vous échangez régulièrement. Dans ce webinaire, on va se pencher sur une question qui est cruciale, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mieux organiser le bloc opératoire à partir des données que nous produisons au quotidien. Donc, on sait tous que le bloc, c'est un environnement qui est complexe parce qu'il réunit beaucoup d'acteurs qui sont différents. On a des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, des brancardiers qui s'entendent tous pas forcément, ou en tout cas qui ont des métiers, des visions différentes. Il mobilise un matériel qui est coûteux et il est soumis également à des contraintes de temps très fortes. On a des retards, on a une mauvaise synchronisation ou même un manque de matériel qui peuvent entraîner d'énormes perturbations, du stress et des coûts qui sont finalement importants. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment les données, donc les temps opératoires, les taux d'occupation, les coûts, peu importe en fait les indicateurs que vous aurez suivant votre profil, comment toutes ces données donc, peuvent être utilisées pour améliorer la planification, la coordination et la performance globale du bloc opératoire. Pour ça, en fait, on va suivre 5 étapes, de la collecte des données jusqu'au data storytelling, qui est donc le thème principal de cet atelier. Donc, le data storytelling, c'est la façon de raconter ces chiffres pour convaincre et déclencher la décision. Donc, on a 1 heure à peu près ensemble. En préambule, je trouve que ce n'est pas forcément inintéressant de se poser la question, de se la reposer, de ce qu'est une intervention. Dans le monde profane, une intervention, c'est un geste opératoire qu'on produit sur un patient. Cette définition, elle est bien entendu pas suffisante pour nous qui travaillons au ou avec le bloc opératoire. Donc, on va clarifier un petit peu ce que c'est une intervention chirurgicale sur le plan de l'organisation. Une intervention, c'est plus qu'un acte médical, c'est la bonne prise en charge du bon patient, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne équipe et le bon matériel. Et donc, finalement, chaque élément de cette définition est crucial pour le bon déroulement des opérations. Si l'un de ces éléments est mal coordonné ou mal planifié, c'est toute intervention qui peut être compromise. Et donc, pour qui veut gérer son bloc opératoire de manière totalement efficace, il doit avoir cette phrase en tête. C'est la combinaison de 5 éléments qui fait qu'une intervention est bonne et que je m'assure de ma qualité d'organisation, mais aussi de ma qualité de prise en charge pour accueillir le patient dans les meilleures conditions et offrir le meilleur soin. On va rentrer dans le vif du sujet et parler donc du data storytelling pour commencer en introduction. Pour gérer la qualité d'organisation, on dispose donc de données, des temps opératoires, des taux d'occupation, des retards de première intervention. Mais ces chiffres, prix bruts, ne vont pas suffire toujours à déclencher une décision ou une amélioration concrète. Et donc finalement, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le data storytelling. C'est la capacité à raconter les données, à les présenter dans un récit qui fait ressortir les causes racines et les actions à mener. Donc, avant d'aller plus loin, on va préciser ce que le data storytelling n'est pas. Ce n'est pas un simple rapport Excel indigeste, ni un diaporama rempli d'effets flashy sans message réel. Et ce n'est pas non plus une manipulation des chiffres. Au contraire, c'est l'idée de mettre en scène des données fiables pour qu'elles soient comprises par tous et conduisent à un levier de décision. Donc, on va suivre une trame. Vous verrez qu'il y a des étapes qu'on va revoir assez rapidement parce que vous les connaissez beaucoup à l'usage de Performance Block. On va parler de la collecte. Où est-ce que se trouvent les données? Comment les extraire? La fiabilisation, comment nettoyer, corriger les anomalies, uniformiser les formats. La data vise, donc choisir nos indicateurs, créer les tableaux de bord, soigner la forme. Et on va forer, donc on va rentrer dans le forage des indicateurs en creusant, trouvant les causes racines, poser les bonnes questions pour, au final, arriver sur le data storytelling qui sera de mettre en récit, convaincre, engager l'équipe bloc dans la décision. Sachez toutefois quand même que chacune de ces étapes est vraiment essentielle. Donc, on va commencer par la collecte des données. Vous connaissez déjà cette étape à travers l'usage de Performance Block. L'essentiel pour vous, c'est de savoir lister clairement chacune des sources et de comprendre quel type de données elles renferment. Aujourd'hui, à minima, sur Performance Block, vous avez besoin de l'heure d'entrée du patient, l'heure de sortie du patient, la date d'intervention, la salle où a eu lieu l'intervention, le chirurgien qui a produit l'intervention, le mode de prise en charge, programmé, non programmé urgence, et d'avoir les plannings de référence et les plannings après régulation. C'est le minimum pour pouvoir commencer à travailler sur sa performance. Et ça peut être suffisant pour certains établissements en début de collaboration. Mais par contre, si vous voulez pouvoir monitorer les processus, bien entendu, qu'il conviendrait de récolter les top opératoires, l'incision, l'induction, la fermeture. Si vous voulez faire un focus sur la SSPI, c'est pareil, il faudra bien entendu les données qui correspondent. Si vous voulez faire du médico-économique, il faudra regarder l'objectif et quelles sources d'infos sont disponibles. Donc en théorie, tout est possible, on peut récolter tout ce qu'on veut, mais tout n'est pas indispensable. Et il ne sert à rien de collecter 10 000 champs si on ne sait pas à quoi ils vont nous servir en fait à la fin. Donc, en fait, parce que sinon, ça va déjà polluer la base de données. On va se retrouver à faire des corrections qui ne servent à rien. Donc, finalement, réfléchissez aussi en amont de quels sont vraiment les champs qui m'intéressent.
J'ai parlé de maintenir le flux parce que c'est également un enjeu qui est important. L'informatique est assez capricieuse et ce qui marche un jour ne fonctionne plus le lendemain ou alors différemment. Il faut donc se garantir que les exports fonctionnent toujours et qu'ils correspondent à mes exigences d'extraction. Peut-être que vous ne le voyez pas, en tout cas pas toujours, mais nous regardons quotidiennement la stabilité des flux et parfois nous agissons pour vous permettre de consommer quotidiennement vos données. Voilà pour Collect, vous connaissez bien. Fiabilisation. Donc, dans un second temps, vous devez vous concentrer sur une étape qui est cruciale, la correction des données. Des données propres et exactes sont le prérequis à toute démarche d'analyse et d'amélioration de votre organisation. Vous avez, avec Performance Block, deux actions à faire. La correction des erreurs, exhaustivité, chronologie, chevauchement, et l'étude des atypies, les durées qui sont exceptionnellement longues, par exemple. Et la deuxième action, c'est donc l'association des interventions. Le chirurgien devait travailler en salle 1, il l'a fait quasiment en fait en permanence, sauf pour deux interventions qui sont en 2 et en 3. Il faut les associer pour faire un calcul de taux d'occupation de vacation qui tient la route. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps quotidien sur cette mission, qui n'est certes pas beaucoup mise en lumière, mais qui est totalement déterminante dans le processus. Et sachez également que depuis Performance Block, c'est ce que je vous montre sur l'écran, vous pouvez avoir une analyse sur vos données en erreur, de telle sorte que vous évitiez de répéter les mêmes erreurs mois après mois. Si vous voyez en fait que la saisie est toujours en fait médiocre, il y a un moment en fait, il faut aussi pouvoir initier un dialogue de gestion pour faire en sorte que les infirmières ou peu importe les personnes qui sont en charge des saisies fassent en sorte que ça soit meilleur au fil de l'eau. Donc là, le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un jeu de données qui est beaucoup plus crédible. Et donc, si on présente des indicateurs basés sur ces données, on aura plus de confiance dans leur validité. Ces données sont fiables, on va chercher en fait à les exploiter. Il va falloir les regarder. Sous Performance Block, donc vous en avez l'habitude désormais, nous avons regroupé les indicateurs en famille. On a case mix et durée moyenne, occupation des salles, utilisation des vacations, analyse croisée, ICR, benchmark, analyse SSPI est prévu versus réalisé. Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise régulièrement le prévu versus réalisé, mais moi, personnellement, c'est mon indicateur graphique chouchou qui permet en fait de pouvoir aller plus loin dans l'interprétation par journée. Et on verra en fait ensemble sur la manipulation dans la plateforme. Donc, pour chaque indicateur, on va chercher à le définir précisément avec des règles de calcul, des illustrations graphiques et des définitions. Donc, vous avez toute une ribambelle de points d'interrogation qui sont présents dans la plateforme, qui vous permettent d'utiliser des formules, de comprendre ce qui se cache derrière un indicateur. C'est une sorte de dictionnaire qui a noté la formule, l'unité, la périodicité. Idéalement, chez vous, ça serait bien d'avoir un référent méthodo par thématique. Si on se pose une question sur un calcul ou une manière d'interpréter un dysfonctionnement, vous pouvez bien entendu appeler Gaël, Stéphanie, Mélanie ou Thomas, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un chez vous qui soit tout à fait capable et autonome pour pouvoir répondre à des questions méthodologiques. Si on pose la question qu'est-ce qu'un taux d'activité ressource, peut-être une personne chez vous serait capable en fait de répondre à cette question et de savoir pourquoi il peut être judicieux d'étudier ce type d'indicateur. Donc, nos indicateurs vont par la suite être consommés différemment selon le profil de chacun et de ses objectifs. Donc, on va chercher à créer des tableaux de bord. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise un tableau de bord global. C'est 5 à 6 indicateurs majeurs que je vais regarder chaque semaine ou chaque mois, suivant en fait le rôle que je vais avoir. Et puis après, on va pouvoir créer des tableaux de bord par thématique selon les familles. Donc, pour une meilleure lecture, vous verrez, on pourra déjà utiliser ce qu'on appelle des attributs préattentifs. Donc, ce qui va permettre de jouer sur la couleur. Rouge, si on a souci, vert, si c'est OK, la taille, le contraste. Parce que l'œil humain capte ces signaux avant même de lire les chiffres. Donc, on va en reparler par la suite. Vous verrez en fait ce qu'est un attribut préattentif. À la fin de cette étape, vos indicateurs sont clairement définis et visuellement faciles à lire. Et donc, vous allez pouvoir rentrer dans l'analyse. Le tableau de bord, donc vous avez des tableaux de bord qui sont en place, et puis vous allez voir qu'il y a un problème, par exemple la salle 3 qui est sous-utilisée, ou la vacation d'orthopédie qui n'est pas bien exploitée, ou que justement, il y a des éléments de satisfaction. En fait, vous voulez comprendre pourquoi. Donc, vous allez chercher à repérer le signal d'alerte. Donc, l'ortho n'est qu'à 50% d'occupation de vacation. Puis, on va forer le drill down. On va segmenter par spécialité, par chirurgien, par créneau horaire, par jour de la semaine. On cherche quand est-ce que le souci est le plus flagrant, qui est concerné. Puis, on peut découvrir, par exemple, que le mardi matin, il y a souvent un retard de démarrage ou que certains chirurgiens annulent tardivement ou que le matériel d'ortho est souvent manquant. Et donc, il faut aller au-delà des chiffres en trouvant les causes racines. Et j'adore, moi, personnellement, par exemple, la méthode des 5 pourquoi qui permet de remonter à l'origine du problème bien généralement. Donc, la première question, c'est, voilà, j'ai une salle qui n'est pas bien utilisée. Pourquoi la salle est sous-utilisée? Parce qu'on a des retards au démarrage. Pourquoi est-ce qu'on a des retards? Parce que le matériel n'est pas prêt. Pourquoi est-ce que le matériel n'est pas prêt? Parce qu'il y a un problème de sté. Enfin, on remonte la pelote comme ça. Et généralement, au bout de 5 questions, alors c'est un peu tarte à la crème ce que je raconte là, mais au bout de 5 questions, généralement, on arrive à identifier la cause racine
ce qui pose réellement problème. Et donc, je vous invite également à vérifier les notions de corrélation versus les notions de causalité. Ce n'est pas parce que j'ai plus de patients en orthopédie qui sont programmés que je vais avoir plus de débordements. Peut-être que c'est juste un chirurgien ortho en particulier qui a un autre souci sur ses processus ou ses enchaînements ou ses durées moyennes d'intervention qui fait que j'ai un score un peu lamentable en fait sur mes débordements, par exemple. Et donc, quand vous êtes sur la partie analyse, c'est là que vous allez commencer à formuler des hypothèses. Si on renforce l'équipe d'anesthésie le mardi matin, est-ce qu'on va réussir à réduire les retards? Si on décale la première induction entre la salle 1 et la salle 2 de 15 minutes, est-ce qu'on va réduire les retards? Si on met en place une checklist de matériel la veille, est-ce qu'on va gagner 15 minutes? Et donc là, on va aboutir à une compréhension en profondeur, ce qui nous permettra d'expliquer la situation dans la prochaine étape, le storytelling, et de proposer des solutions concrètes. Donc, on arrive à la partie qui nous intéresse tous aujourd'hui, le data storytelling. Ce n'est pas juste une astuce un peu jolie, ce n'est pas une slide de PowerPoint extrêmement graphique. En fait, le data storytelling, ça peut même être très, très moche. Ce n'est pas là pour faire joli. On cherche à être efficace, compris, et si possible, compris extrêmement vite. Et donc, même la meilleure analyse peut rester lettre morte si elle n'est pas partagée correctement. On doit raconter la situation pour convaincre la direction, l'équipe bloc, les médecins. Et donc, on va chercher à pousser à l'engagement. On ne se contente pas de balancer des chiffres. Un graphique ne parle pas de lui-même. On explique ce que l'on veut que notre audience retienne. On doit faire en sorte de tous voir la même chose. Si je veux montrer que 70% d'occupation des vacations, c'est une réussite, il faut que ça se sache. Si je veux montrer que c'est un échec, il faut que ça se sache aussi. Donc pour ça, on a des attributs préattentifs, on a une façon de narrer l'histoire. Et donc, on doit adapter notre contenu à notre audience. Est-ce qu'il s'agit d'un comité de direction qui peut s'intéresser peut-être majoritairement aux coûts ou aux ressources humaines? Est-ce que c'est une réunion qui concerne l'équipe de bloc, qui va s'intéresser peut-être plus au temps opératoire ou au stress? Donc, on va adapter son vocabulaire, sa mise en forme et la précision des chiffres qu'on va présenter. Dans le data storytelling, vous verrez, on va chercher à créer la tension narrative avec un début, un milieu et une fin. Le début, c'est quelle est la situation initiale et l'objectif. On vise 70% d'occupation, par exemple. Au milieu, c'est qu'est-ce qui s'est passé. On a découvert que la salle 3, que la vacation d'ortho était souvent sous-utilisée. On a analysé et trouvé des retards au démarrage. Et la fin, c'est voici la solution ou j'ai besoin de solution, l'impact qu'on peut attendre. On va gagner 15 minutes par intervention, on va réduire le stress, on va économiser X euros, on va pouvoir libérer la file active de patients. Voilà, il y a plein de sujets que vous allez pouvoir en fait conclure sur ces thématiques-là. Et donc, on va chercher à soigner la forme. L'idée, c'est d'avoir une slide, une idée. Si vous présentez devant un staff, ayez un titre qui soit explicite. L'ortho est à 50%, pourquoi? Alors, voilà, c'est un exemple de titre. Après, on peut être encore plus rock'n'roll, hein, plus incisif. Voilà, mais trouvez un titre en fait qui parle. Puis, vous avez un seul visuel pour le prouver. Ne cherchez pas à noyer l'audience sous 3 graphiques qui pourront être jugés comme étant contradictoires. Il ne faut pas trop de signaux différents et il ne faut pas non plus trop d'attributs préattentifs, sans quoi on va perdre tout le monde. Donc, utilisez la couleur ou des symboles pour marquer la cause racine. Rédiger des titres impactants au lieu des classiques taux d'occupation de vacation en janvier 2025, qui est mou et qui ne dit rien de mon interprétation. Mettez l'ortho n'a utilisé que 50% de son temps opératoire offert en janvier, par exemple, ou alerte, ça ne va toujours pas en ortho. Alors plus tard, je parle que de l'ortho. Ne croyez pas que je cible l'ortho en particulier. Donc on peut parler de viscéral. Et donc, encore une fois, adaptez-vous à l'audience. Et enfin, vous cherchez à montrer la solution. Il faut montrer comment on arrive à un meilleur fonctionnement. En corrigeant ce point précis, on évite 2 heures de retard cumulé par semaine. Donc en conclusion, le storytelling, ce n'est pas du marketing vain, c'est le maillon qui transforme la donnée en décision. On crée un récit qui suscite un « ah oui, on voit le problème, passons à l'action ». Là, je fais un petit focus sur les attributs préattentifs. Les attributs préattentifs sont des attributs visuels, notamment la taille, la couleur, la forme et la position qui sont traités à grande vitesse par le système visuel. Donc là, on peut observer ce graphique. Il s'agit d'un histogramme d'un seul tenant, entièrement bleu, indiquant un taux d'occupation de vacation à 53%. À première vue, il n'y a rien de particulier qui attire l'œil. La barre, elle est uniformément bleue. La légende se contente de dire 53%. Il n'existe aucun repère coloré supplémentaire pour distinguer un objectif éventuel, ni de zone en rouge ou en vert pour signaler si ce taux est satisfaisant ou non. Le titre du graphique se limite probablement, là on n'en a pas mis, mais se limite probablement à taux d'occupation de vacation ou taux d'occupation, parfois 2,53%. Et on ne sait pas pourquoi ce 53% est important. Est-ce que c'est en dessous de la cible? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce qu'il y a une tolérance attendue de 70%? Aucune indication n'est donnée.
Par ailleurs, il n'existe aucun autre attribut préattentif dans ce visuel. Pas de contraste de couleur pour signaler que 53% est un seuil critique ou un progrès. Pas de barre plus épaisse ni plus fine pour montrer l'évolution. Pas de zone assurée pour mettre en évidence une plage d'alerte. Résultat, là, la barre bleue, toute seule, ne fait que constater que le taux est à 53%. En l'état, on ne sait pas si c'est un bon ou mauvais, enfin si c'est bon ou mauvais, ou on ne sait pas si ça progresse ou régresse par rapport au mois précédent ou MN-1 par exemple. On ignore complètement l'histoire qui pourrait être racontée. Par exemple, l'histoire, ça pourrait être une baisse de 10 points depuis le mois dernier, ou un niveau bien trop bas par rapport à l'objectif de 70%, l'histoire du titre, très important. De plus, la mise en forme ici, elle est minimale. Il n'y a pas d'annotation pour expliquer comment on obtient ce 53%. On n'a pas d'échelle de couleur pour montrer où se situe ce taux par rapport à un seuil d'alerte. Il n'y a pas d'étiquette qui préciserait la date ou la période. Est-ce que c'était la semaine dernière? Est-ce que c'est un cumul mensuel? Est-ce que c'est 3 mois différents? On doit faire un effort mental pour nous interroger sur la signification de ce chiffre. Concrètement, si nous sommes en réunion et qu'on nous présente ce simple histogramme bleu, on risque fort de se dire, d'accord, c'est 53%, et alors? Sans autre élément visuel, nous ne sommes pas guidés vers la conclusion, est-ce un problème, est-ce stable, est-ce une amélioration? Donc pour résumer, ce graphique, il n'utilise aucun des principes de conception visuelle qu'on appelle les attributs préattentifs. Donc couleur contrastée, mise en évidence, titre diagnostic. Il ne met pas en contexte le chiffre de 53% et n'explique pas pourquoi cette valeur est préoccupante ou acceptable. On se retrouve donc avec un graphique qui n'aide pas à la prise de décision. Ce n'est qu'un affichage de données sans signal fort ni commentaire. Voilà pourquoi un simple histogramme bleu indiquant un taux d'occupation à 53% n'est pas suffisant. Pour donner sens à ce chiffre, on aurait pu ajouter un code couleur, afficher une ligne d'objectif, mentionner un titre narratif et insister visuellement sur la barre en question pour démontrer le décalage avec la cible. Donc sans tous ces éléments que je viens de lister, la barre bleue ne nous raconte rien et le 53% ne déclenche aucune alerte. Nous constatons simplement un chiffre et nous passons à autre chose. Donc, en pratique, comment ça se passe? Je vais vous montrer de manière théorique comment est-ce qu'on peut faire avec Performance Block. On va passer donc sous l'outil pour revoir tout ça avec des données qui sont existantes, plus ou moins en fait valables. Et donc, on va se concentrer sur les tableaux de bord, les rapports depuis la version en fait actuelle de Performance Block. Et on va regarder un fonctionnement qui va être volontairement grossier. L'idée, c'est pas de parler des données que l'on aura sous les yeux, mais plutôt de la méthode d'utilisation. Et donc, on va faire une analyse que vous pourrez peut-être juger comme relativement caricaturale. C'est pas bien grave. Pour l'objectif, enfin pour l'exemple, l'objectif, c'est pas d'être tout à fait exact dans le diagnostic, mais plutôt de regarder philosophiquement des principes et une méthode. Donc, je vais aller sur Performance Block. Hop. Donc là, on est sur la version actuelle que vous connaissez et que vous utilisez. Pour l'exemple, je vais aller sur la période de 2015, qui est une période fictive qui posera aucun souci. Hop, si j'utilise, je valide. Donc ça se rafraîchit. OK. Donc, moi, en tant que consommateur de Performance Block, j'utilise généralement 2, 3 tableaux de bord différents. J'en ai un premier qui s'appelle Tendance. Pardon, hop, Tendance. Et puis, j'aime bien utiliser un tableau de bord qui s'appelle Organisation et désorganisation. Tendance, généralement, j'aime à dire que c'est pour voir un petit peu des volumétries de case mix, voir des tendances qui ont évolué ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir sur mes tableaux de bord ici, je n'ai pas énormément d'attributs préattentifs parce qu'en fait, c'est moi seul qui va en avoir une consommation. Parfois, ça peut m'aider. Donc, en fait, sur d'autres tableaux de bord, je vais avoir des smileys, je vais avoir des flèches. Là, pour le coup, j'ai fait des choses extrêmement simples parce que je suis le seul à consommer l'information. Par contre, quand il va s'agir de forer et de partager par la suite l'information à travers le data storytelling, j'utiliserai beaucoup plus d'attributs préattentifs. Donc, on va aller assez vite sur la présentation pour arriver sur le data storytelling. Sur tendance, bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Organisation, c'est mes 3 indicateurs clés, le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. C'est les indicateurs que j'aime regarder qui me permettent de comprendre globalement où sont mes écueils. Est-ce que c'est plutôt débordement? Est-ce que c'est plutôt processus? Est-ce que c'est plutôt en fait qualité d'organisation? Enfin, voilà, est-ce que j'ai une sous- ou surconsommation d'équipes paramédicales? Donc voilà, je vais pas les regarder aujourd'hui. Je vais aller en fait dans le vif pour prendre un exemple en fait et voir comment est-ce qu'on peut pousser sur le data storytelling. J'en profite pour voir si jamais il y a des questions-réponses, tac, ou des conversations, rien du tout. N'hésitez pas en fait à venir papoter avec moi si besoin. Donc,
Là, j'arrive sur un tableau de bord extrêmement simple, en fait, que j'ai appelé désorganisation, sur lequel je vais faire un focus principalement sur les temps improductifs, à savoir démarrage tardif, temps interpatient et fin précoce. Et donc, ce tableau de bord, je regarde de la gauche vers la droite. Il n'est vraiment pas sorcier, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours en démonstration. Et donc, il se veut un peu simpliste pour que justement quelqu'un qui n'est pas encore performance block puisse comprendre un peu la méthodologie et la pratique. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je compare d'un côté un volume d'heures avec des pourcentages. Pourquoi je fais ça? Parce que par exemple, si je prends ce qui est en vert ici, les temps productifs, 63h32, 41h02, 58h31, j'arrive pas en fait forcément à me rendre compte de savoir si je suis sur des volumes excessifs, si je suis dans une cible, si ça va ou si ça va pas. Donc en fait, finalement, ici, 58h31 de temps interpatient, ça correspond en fait à 4% de temps interpatient d'une vacation offerte. Donc ça veut dire que je suis dans la cible que propose la nappe, en dessous de 5%. Donc, en fait, 58 heures, c'est en théorie pas un sujet, en tout cas de manière globale. Peut-être que par spécialité, des choses qu'on pourrait investiguer, peut-être que par spécialité, il peut y avoir des déviances, en fait, et des seuils qui dépasseraient les 5%. Donc, au global, sur mon établissement, je vois quoi? Je vois fortement du orange, donc en volume d'heures, mais également en pourcentage. Donc là, de manière macro, je me rends compte qu'effectivement, fin précoce est un sujet dans mon établissement. Et donc, j'ai cherché à rentrer un peu plus dans mon dysfonctionnement pour en fait voir à quel endroit est-ce que ça picote plus particulièrement. Et donc là, j'ai des temps improductifs, encore une fois des volumes, et des taux improductifs en pourcentage à nouveau. Et donc la première chose que j'ai fait, donc ça c'est une forme d'attribut préattentif, c'est que j'ai hiérarchisé l'ensemble de mes spécialités par volume de TVO. Les plus gros consommateurs de temps de vacation sont sur la gauche, les plus petits sont sur la droite. Aussi bien pour les volumes d'heures que pour les pourcentages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, je vois en fait gynéco qui est à 29,4% de fin précoce. Je pourrais considérer que c'est une alerte. Et quelque part, ça peut être en étude. Donc il y a quand même un dysfonctionnement. Mais 29,4% gynéco, ça représente 8h31 de temps perdu, en fait, de temps improductif en fin précoce. Donc, il y a un dysfonctionnement, mais suivant la fonction que je vais avoir, est-ce que je vais vraiment me poser la question et chercher à régler un problème qui me consacre en fait qui me concentre que 8h31 de perte? Non, peut-être que je vais déléguer cette prise de décision et cette investigation auprès du chef de service. Donc moi, ce qui me pose problème en macro, c'est l'ortho et viscéral. 43h57, 55h16, donc pour 14,4% et 20,4%. Donc, l'idée, c'est d'aller prioritairement, comme je vous disais, où ça picote, où ça gratouille, et de chercher en fait à rentabiliser au plus vite le bloc opératoire. Donc, pour l'exemple, je vais peut-être me concentrer uniquement sur viscéral. Donc moi, mon tableau de bord, il m'a servi uniquement à ça, à voir où est-ce que j'avais un souci sur les 3 derniers mois, viscéral. Donc là, il n'y a pas une histoire, je n'ai pas d'antériorité. Peut-être en fait que c'est un problème qui dure depuis longtemps, peut-être que c'est nouveau, peu importe. Là, on est sur du théorique. Donc là, je vais chercher uniquement à voir ce qui se passe concrètement en viscéral. Et pour ça, vu que je suis feignant, mais que je suis un petit peu malin, j'ai créé des rapports types que je vais utiliser pour explorer finement la désorganisation de mon bloc opératoire. Et donc, je vais éditer un rapport. Dans mes modèles, j'ai une ribambelle de rapports, dont certains s'appellent TVO vide, dont certains s'appellent débordement après TVO, et dont un qui s'appelle focus sur fin précoce. Donc là, je vais publier un rapport. Et puis, j'ai juste en fait changé son périmètre. Parce que là, c'est un rapport qui est valable pour l'ensemble du bloc opératoire, l'ensemble de mon hôpital. Donc, je suis bien sur la période qui m'intéressait. Et là, je vais uniquement chercher à regarder ce qui se passe. Hop, je ne trouvais plus. Sur viscéral. Je sélectionne viscéral et je valide. Je publie. Et donc là, ça me propose la production d'un rapport immédiat. Donc là, encore une fois, vous serez d'accord ou pas d'accord sur la façon dont est rédigé le rapport. Moi, c'est un rapport qui me convient bien. Peut-être que vous voudrez plus fin, plus macro, peu importe, mais travailler depuis un rapport qui vous convient bien. Donc, je vais le dérouler. Il se passe quoi? Sur mon établissement, au global, sur les 3 derniers mois, j'ai 136 heures de fin précoce en viscéral, ce qui représente 17,1%. On continue à dérouler la plot. Au global, par opérateur, qu'est-ce qui se passe? Je vois en fait que c'est pas Jojo en fait en pourcentage. On n'est pas bon en fin précoce sur l'ensemble de la spécialité. Mais j'ai le docteur Duval qui, lui, est a priori le champion du monde des fins précoces en viscéral. Donc, on le note et puis on va continuer à creuser. Par mois, il se passe quoi? J'ai pas grand-chose de représentatif. On n'était pas bon en octobre. On était un peu moins bon
en novembre et on est devenu très mauvais au mois de décembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait en novembre? Est-ce que là, les opérateurs étaient en congé? Est-ce qu'en fait, il y avait beaucoup de jours fériés, donc moins d'activité? Donc, on a peut-être concentré plus d'activité à tel ou tel moment. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne me donne pas de réponse. On continue par jour de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est pas bon, hein. Mais alors, lundi, c'était une catastrophe. Donc, on garde en tête, on a Duval. Et le lundi, il y a de fortes chances en fait que Duval travaille le lundi. Et donc, quand je fais par jour et par opérateur, je vois quoi? Je vois qu'effectivement, le lundi, Duval, c'est 49,3% de fin précoce. J'ai d'autres sujets, hein, les vendredis, les mardis, avec d'autres opérateurs. Mais encore une fois, comme je vous disais, on va aller chercher de la rentabilité très rapidement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va s'épargner ça en tout et frou, mais dans un premier temps, je vais me concentrer en fait sur le docteur Duval. Et donc, bah, pour ça, je vais faire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des familles d'indicateurs qu'il faut savoir utiliser. Ben, moi, je vais aller voir prévu versus réalisé sur mon bloc principal. Et donc là, il faut juste que je choisisse la bonne période. Pop, 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 pop. On aurait pu faire plus vite, mais c'est pas grave. On va faire plus vite. Hop. 2015. Hop. On va prendre le lundi. Et donc, ici, on a un petit bouton qui me dit de choisir les salles ou qui me dit de choisir la spécialité. Quand je clique sur spécialité, ça va garder le filtre qu'on avait jusqu'à présent en fait sur viscéral. Donc tout ce que je vais voir, là, c'est viscéral. Et en fait, derrière, je sais plus comment on dit, enfin, en estompé, on a quand même un aperçu des autres spécialités. Et moi, je vais me concentrer en fait uniquement sur viscéral. Donc, on a dit que Duval, le lundi, me posait souci. Je veux comprendre ce qui se passe. Le lundi, bah là, on est le 28 décembre. Duval, en fait, il commence à l'heure. Il a un enchaînement des temps d'interprétation qui sont pas hallucinants. Il fait 4 interventions, puis à 14h44, il a fini. Le 21, pareil, il commence plutôt correctement. Il enchaîne convenablement. Et puis, en fait, après, à 12h46, il a fini. Le 7, le 7, c'est une catastrophe. Il a une seule intervention et finit à 9h51. Puis, je peux remonter encore une fois, en fait, si je veux, sur les 3 mois précédents. Enfin, donc là, pareil, en fait, il a fini à 14h44. Donc là, ça me permet en fait de confirmer ce que disait mon indicateur, que majoritairement les lundis étaient un sujet. Et quand je regarde prévu versus réalisé, ça me confirme en fait que voilà, j'ai une demi-vacation qui n'est pas consommée. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va chercher à pouvoir communiquer en fait auprès du docteur Duval ou du chef de service. Et donc là, en fait, on va faire du data storytelling. Et donc, hop, avant de faire le data storytelling, et ben, comme je vous racontais, en fait, il faut qu'on puisse chercher à identifier les causes racines. Et donc, c'est ce que je vous racontais avec le principe des 5 pourquoi. Pourquoi la vacation du lundi? Donc, c'est un exemple de question. Ça pourrait en être d'autres, peu importe. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Donc, en fait, voilà, personne n'est plus intelligent que qui que ce soit. Cherchez juste, en fait, à utiliser ce principe des 5 pourquoi pour comprendre ce qui s'est passé et arriver à la cause racine. J'ai un exemple qui est plus ou moins valable, ça pourrait être autre chose. Donc, pourquoi la vacation du lundi finit-elle aussitôt? Parce qu'en fait, alors attendez, j'ai quand même une trame. Je ne sais plus pourquoi, il y avait une raison. Voilà. Parce que les interventions se sont toutes terminées avant 13h. Pourquoi toutes les interventions sont-elles finies à 13h? Parce que seules 2 ou 3 interventions sont programmées ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu d'interventions programmées? Parce que le docteur Duval programme très peu de patients le lundi. Ok, très bien. Et pourquoi est-ce qu'il programme très peu le lundi? Parce qu'il concentre ses consultations le jeudi et le vendredi et ne peut pas remplir le lundi à temps. Et donc, pourquoi ces consultations ne sont pas repositionnées pour anticiper le lundi? Parce que cet orga est devenu une habitude non remise en question. Donc, ce que nous dit l'analyse, ce n'est pas simplement que la salle finit plus tôt. Ce qu'on comprend, c'est que le lundi, il n'est pas préparé. Le praticien n'a pas les patients prêts car il consulte tard dans la semaine. Et donc, logiquement, on ne peut pas remplir correctement sa vacation du lundi. Et c'est là que le data storytelling devient puissant. Il fait apparaître le vrai problème, celui qu'on peut résoudre. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que si on corrige la cause, on corrige la conséquence. Il ne s'agit pas de mieux finir la séance, il s'agit, enfin, la vacation, il s'agit en fait de mieux la programmer. Et donc, ça nous permet d'avoir un exemple. Comme je disais, ce n'est pas forcément faire quelque chose de beau. Hop, c'est de faire de quelque chose d'efficace. Donc, là, j'ai un document qui a été fait, qui est extrait par la suite en fait sur un format PowerPoint ou PDF. Vous pourrez en fait, avec la nouvelle version, pouvoir exporter sous PDF et mettre d'autant plus de mise en forme que vous voulez. On a mis un titre.
peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce titre, peu importe, mais trouvez un titre qui dépasse le taux d'occupation ou fin précoce des 3 derniers mois. Le lundi, le docteur Duval libère sa salle à 13 h. On devait finir à 18 h. Là, j'ai des attributs préattentifs qui sont extrêmement intéressants parce que j'ai une jauge avec un chiffre qui apparaît en rouge qui signale en fait que ce chiffre n'est pas le bon score à atteindre, avec une jauge qui me montre clairement que je ne suis pas à la limite d'atteindre la cible, que j'en suis extrêmement loin. J'ai un tout petit commentaire pour me dire que c'est quoi ce 49,3%, c'est le taux de fin précoce du docteur Duval les lundis. Et donc, je précise que ce n'est pas un aléa ponctuel, c'est une habitude qui est ancrée. C'est ce qu'on a pu voir avec le prévu versus réalisé des 3 derniers mois. Et donc là, après, je raconte l'histoire qui me semble en fait correspondre. Quel est l'impact de ce 49,3%? C'est 5 heures perdues, c'est 4 patients par semaine, c'est 150 patients par an. Et finalement, ce créneau de 13h, 18h, il peut être optimisé parce que le libéré, c'est trouver en fait une demi-vacation chaque semaine sans même à chercher des équipes ni la salle. En fait, il y a toutes ces personnes qui sont déjà existantes. Donc, on a un potentiel en fait qui est très présent. Cause racine, alors je n'ai pas forcément mis la même cause racine que ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, c'était une mauvaise communication concernant la programmation entre le docteur Duval et le secrétariat de Viscéral, par exemple. Et donc derrière, vous mettez des solutions. Alors, mes solutions vous plairont ou pas, peu importe. Moi, j'ai proposé 3 solutions. Finalement, Duval, il a un mois pour redresser la barre en programmant massivement. La deuxième solution, c'est on réattribue partiellement la vacation. À partir de 13 h, on libère le créneau pour le donner à l'ortho qui sera en demande, par exemple. Ou la solution 3, c'est réattribuer totalement la vacation. Alors, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas inintéressant. Et pour ça, il faudrait investiguer d'autant plus avec ce qui se passe en viscéral de façon globale. Et l'idée, c'est de redéployer une partie de son activité sur d'autres jours. Si en fait, on ne lui laisse pas le choix, en fait, il va devoir se casser un peu la tête pour rentrer son activité. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du data storytelling. C'est une slide, une idée. Hop. Alors, ça, c'est tout moche. Donc, je ne vais pas aller là-dessus. Tout ça pour vous dire par rapport aux attributs préattentifs. Hop, je vais aller pour vous parler très rapidement, même si certains l'ont déjà vu, des attributs préattentifs et des choses qui existent. Donc, j'éviterai de trop manipuler, enfin, je ne vais même d'ailleurs pas du tout manipuler la plateforme parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, je ne vais pas faire des glissés-déposés ou quoi que ce soit. Et je ne sais même pas si j'aurais pas dit que j'étais en webinaire. Donc, ça se trouve, ça va mouliner parce qu'ils sont dessus et qu'ils vont m'interdire de le faire. Ouais, je suis en webinaire. J'ai mon petit garçon qui revient de son brevet. T'as le brevet? Oui. Bravo. Hop. Donc, je vais éditer un nouveau rapport que je vais appeler webinar. Je mets en mode portrait au paysage, ça n'a aucune importance. Je vais créer un rapport. Et en fait, par la suite, pour créer justement cette vue de data storytelling, vous irez en fait chercher dans les configurations. Donc en fait, là, je ne vais pas le faire au risque que ça explose tout. Mais quel est l'indicateur que je vais vouloir chercher, mettre en forme? Et donc, vous irez ici pour puiser. Et vous pouvez faire le choix d'insérer le tableau ou le graphique. Et en fait, derrière ça, ah non, il faut que je fasse un minimum de choses pour vous montrer. Je vais prendre quelque chose de cuculapraline en espérant que ça fonctionne. Hop, on va prendre nombre d'interventions hebdo, par exemple, peu importe. Hop, pas sûr que ça fonctionne, peu importe. Donc là, on n'a pas de chiffres parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc j'insère le graphique. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et ici, j'ai une roue qui me permet en fait justement de gérer la mise en forme de la cellule, de gérer les espacements, les marges. Est-ce que je veux des couleurs de fond? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je veux ça? Quelle est la mise en forme graphique que je vais vouloir en fait sur l'ensemble de mon sur l'ensemble en fait de mon document et de mon graphique. Ici, j'ai une petite roue qui me permet de rentrer dans les configurations. Donc là, j'ai que, pas de bol, option d'affichage. Donc les options d'affichage, j'aurais pas dû aller dessus. Les options d'affichage, en fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est toutes ces choses-là. Vous aurez le choix sur le type de graphique. Est-ce qu'on veut en fait un histogramme? Est-ce qu'on veut une courbe? Est-ce qu'on veut associer un courbe à un histogramme? Est-ce qu'on veut une jauge? Est-ce qu'on veut un camembert? Est-ce qu'on veut en fait, enfin voilà, différentes choses qu'on pouvoir mettre de façon simple, de façon empilée, comme vous savez le faire en fait empilé 100% par exemple. On aura le choix sur les légendes, on aura le choix sur les couleurs, on aura le choix sur les valeurs, on va pouvoir créer des taux d'évolution si en fait on a une notion de temps qui est associée. On va pouvoir, voilà, on aura totalement la main sur l'ensemble en fait de la mise en forme de nos data storytelling.
Voilà ce que je voulais vous montrer. Par la suite, en fait, on est encore sur, des petites précisions, en fait, un peu complexes à comprendre comme ça. Voilà, juste pour expliquer que vous avez tout à fait la main pour mettre en forme de cette manière-là ou d'une autre manière qui serait, en fait, plus à votre contenance. Voilà, moi, j'en ai fini sur, cette présentation. Hop, je peux échanger avec vous maintenant si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez, vous voulez nous faire part de bons fonctionnements, de bonnes habitudes, de bonnes pratiques que vous auriez. Puis si vous avez, pas grand-chose à dire, c'est pas bien grave. Si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on évoque par la suite, bah, vous pouvez m'en faire part maintenant. Parce que l'idée par la suite, c'est, donc là, les ateliers, on va les faire tous les mois à partir de la rentrée. C'est aussi de voir avec vous, ben, quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait tous échanger ensemble. Et c'est de faire aussi, bah, un petit peu, une revue des fonctionnalités qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas et de voir en fait à terme comment créer une roadmap de développement de la plateforme en ayant des nouvelles fonctionnalités qui pourraient vous intéresser à terme. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez trouvé ce que vous étiez venu, chercher et si voilà, si vous avez, aimé ce sujet, si ça a pu répondre à vos questions donc n'hésitez pas à me dire si c'était médiocre ou correct ou excellent, que j'ai en fait, la capacité de faire évoluer ce format que vous aurez à nouveau tous les mois à partir du mois de septembre. Alors l'exercice, il est pas sympa, hein, parce que je suis tout seul à parler et je suis face en fait juste à des noms, donc hop. Alors, pas de questions. Très bien. Donc après, voilà, faut pas hésiter. Donc, moi, je commence à avoir un petit peu un bagage. Alors, des fois, de pouvoir communiquer toujours de façon excellente, mais un bagage sur le circuit de prise de décision et sur le data storytelling, par exemple. Mais en fait, faut pas hésiter, suite à ces ateliers, à solliciter Thomas ou en fait vos chargés de compte qui sont en fait Mélanie, Stéphanie ou Gaël pour prendre rendez-vous avec et échanger un petit peu sur, bah, voilà, j'ai vu des choses là, j'ai vu des tableaux de bord qui me paraissaient intéressants. Est-ce qu'on pourrait pas construire ensemble les tableaux de bord qui m'intéresseraient en fait à suivre? Parce que je veux voir que des warnings ou je veux mettre en évidence plus facilement. Comment est-ce que je peux faire pour faire un système de rapport à la volée ou d'utiliser les futurs rapports que vous êtes en train de construire? Comment est-ce que je fais pour avoir un formulaire type que je réutiliserai par la suite? Parce qu'en fait, l'idée, c'est être un peu malin, comme j'expliquais, c'est que moi, j'ai quelques rapports types que je duplique et que je vais juste filtrer. Et c'est pareil en fait pour le data storytelling, le document qu'on a vu tout à l'heure ensemble. En fait, on peut très bien définir que j'ai un espace créé pour le titre, pour l'image, pour et cetera et vous savez déjà quelle thématique vous allez créer, là-dessus, par la suite et dupliquer en fait ce format-là. Donc j'avais besoin de voir comment travailler sur Performance Block et maintenant je vais me l'approprier. Bah, c'est parfait. Donc n'hésitez pas en fait à nous solliciter. On a aussi en fait des bases de connaissances dans la plateforme. Donc en fait, vous allez piocher dessus. Je vais repartager mon écran. Hop. Donc dans Performance Block, vous avez aide et support ici. Et en fait, vous avez accès à une base de connaissances, vous avez des tutos vidéo, vous avez en fait des formations e-learning. Donc vous avez pas mal de choses qui sont existantes et qui sont disponibles. Et en fait, base de connaissances, quand vous cliquez dessus, bah, si jamais vous avez une thématique particulière, et puis en fait, c'est, je sais pas moi, occupation, vacation, je sais pas ce que ça va nous dire. Peut-être que je me piège tout seul. Voilà, ça recense en fait l'ensemble des aides documentaires qu'on a sur ce sujet en fait d'occupation de vacation. Et en fait, par la suite, vous avez même ici accès à des vidéos où finalement, bah, là, on parle de ces thématiques à travers en fait, voilà, TVO, TROV et fin précoce, investiguer les causes des temps de vacation non utilisés au bloc opératoire. Donc c'est des choses qui pourraient en fait, vous utiliser enfin vous intéresser éventuellement. Et donc on a également, hop, un e-learning, hop. Donc là, en fait, faudra pouvoir juste vous connecter. Donc, il faudra demander en fait à ce qu'on vous crée un compte pour vous former sur la partie data management et également sur data analysis si vous le souhaitez. Ce qui vous permet d'être tout à fait, autonome, de travailler en fait, quand vous avez des horaires, heu, un peu plus favorables pour en fait, vous former, tout seul de votre côté et maîtriser complètement la plateforme Performance Block. Voilà, moi j'en ai fini, donc si vous avez des choses à dire ou pas dire, faut pas hésiter.
Et puis voilà, d'ici une petite minute ou deux, je débrancherai s'il n'y a pas de questions. Et puis voilà, si vous voulez me faire part de choses en particulier, c'est le moment. Je coupe mon micro, puis en fait, à 15-16, je m'en vais. Bye bye. Au revoir, à bientôt.